14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur Sud Radio durant ces 2 heures et nous sommes en compagnie de Jean-Charles Bouchou qui a été un des premiers à évoquer les pervers narcissiques dans le grand public et les relations perverses. Alors personnellement, j'ai tendance à préférer appeler ces relations des relations toxiques parce que ce terme va englober peut-être plus largement les choses. Or, en amour, il y a de multiples manières de toute façon de souffrir dans une histoire d'amour sans pour autant qu'on soit vraiment tomber sur un ou une partenaire perverse. En tout cas, avec Jean-Charles Bouchou, nous allons voir à partir de quand on peut considérer que nous sommes dans une relation toxique. Alors évidemment, on pourrait répondre un peu trop rapidement quand l'histoire nous rend malheureux, mais je pense que c'est pas si simple parce que j'ai constaté au fil du temps qu'une relation dans laquelle on dépérit, qui nous rend malade, et pas forcément sur le plan du corps, mais peut-être sur le plan de l'esprit, est évidemment une relation à laquelle il faudrait mettre un terme, mais là encore, on va voir que c'est pas si facile que ça. En tout cas, si vous vous posez la question, il est sans doute temps d'ouvrir les yeux et pourquoi pas de nous rejoindre et de témoigner. Si vous avez vécu ou si vous vivez une histoire d'amour qui vous semble toxique, on vous invite bien sûr à nous rejoindre très vite et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors oui, il y a les relations avec un pervers et puis parfois c'est une relation un peu toxique. Par exemple, je prends exprès un exemple très simple. On vit avec quelqu'un qui n'est pas libre et qui quelque part aurait envie de quitter sa femme, mais au fond il n'y arrive pas. Est-ce que c'est pas pour autant un pervers? Mais ça devient finalement à la longue une relation toxique. Oui, c'est ça. Une relation peut être toxique malgré qu'on ne soit pas avec quelqu'un de foncièrement pervers. Je suis d'accord avec vous. Mais dans les deux cas, est-ce qu'on a intérêt à rester dans cette relation? C'est ça la grande question. C'est la grande question qu'on va se poser ensemble, tous ensemble aujourd'hui. Alors, est-ce que j'ai défini 2 critères déjà? Si on a l'impression qu'on dépérit ou qu'on est malade, c'est déjà peut-être un signe. C'est des sacrés symptômes qu'il faut entendre. Mais aussi, c'est une très bonne question, je trouve, que vous posez là, parce qu'effectivement, quand on a une difficulté dans un couple et qu'on ne se sent pas bien, ça peut valoir aussi le coup, si on n'est pas dans une relation avec quelqu'un de pervers, de rester et de se demander pourquoi. Qu'est-ce qui pourquoi se passe? On reste quel avantage on a à rester? Non, pourquoi on souffre? Pourquoi on souffre? Parce qu'on peut très bien être dans une relation où à un moment donné, si je me remets en question, si ma compagne ou mon compagnon se remet en question, on peut grandir et arriver à quelque chose de nouveau. Donc la fuite n'est pas l'éternel conseil. C'est vrai que je conseille beaucoup la fuite parce que je suis habitué à ce qu'on me donne des témoignages de personnes qui sont avec des pervers narcissiques là. Et je vois pas d'autre solution que de partir. Mais effectivement, quand ça va mal dans un couple, c'est un peu dommage à la première occasion de prendre la fuite. C'est d'ailleurs un mécanisme de défense qu'on considère un peu morbide en psychanalyse. La fuite systématique. Surtout que si on fuit pour des raisons qui ne sont pas d'ordre... on retrouvera le problème à l'identique. Exactement. Un petit peu plus loin. Et chances. Même avec, si on a rencontré quelqu'un de pervers narcissique, si on se contente seulement de fuir, il y a des possibilités pour qu'on retrouve une situation analogue. Parce que l'autre, en fin de compte, c'est mon symptôme à moi. C'est pourquoi moi, j'ai eu besoin de rencontrer quelqu'un comme ça. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Si je l'ai compris, le symptôme, il vient me dire quelque chose. Si j'entends le symptôme, à mon avis, il ne sert plus à rien. Il n'y a pas de raison qu'il se représente. Mais si je ne l'entends pas, il n'y a aucune raison qu'il ne se représente. Il se représentera, à nouveau. Il se représentera encore. Ce qui veut dire, Jean-Charles Bouchou, que lorsqu'on décide de rompre, parce qu'on n'est pas bien dans cette relation, pour quelque raison que ce soit, il faut quand même se poser la question du pourquoi cette relation a été choisie. Alors, ça peut être aussi que ça. Simplement, il fallait que je rompe. Et peut-être que mon symptôme, c'est justement une difficulté à mettre fin à des situations insupportables. Donc rompre peut être la solution, point final. Mais bien souvent, on peut se poser cette question. De toute façon, on risque jamais rien à se remettre en question et à chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on a vécu une situation difficile. Qu'est-ce qu'on est allé jouer? Qu'est-ce qui s'est joué? En quoi ça fait écho avec une histoire préexistante? On sait aujourd'hui que les gens se quittent de plus en plus facilement. À quoi c'est dû, à votre avis? On est dans une société de consommation. On utilise l'autre tant qu'il nous satisfait. Le jour où il nous satisfait plus, plutôt que d'essayer de trouver une autre façon de fonctionner, on le jette et on en reprend un autre. Société de consommation, c'est un peu triste. C'est un peu dommage parce que ça permet pas de grandir. On va pas loin en recommençant éternellement la même chose. C'est peut-être une fuite vers une éternelle jeunesse. C'est quelque chose comme ça qui se joue. C'est ça.
À un moment donné, dans mon couple, au début, évidemment, on vivait sur l'énergie des débutants. C'était magnifique. Puis à un moment donné, cette énergie-là, elle s'épuise. Est-ce qu'on recommence avec un autre pour faire un nouveau début, ou est-ce qu'on essaie de construire quelque chose de nouveau? Ça, c'est une belle question, je trouve. Et c'est vrai que grandir à deux, moi j'aime bien dire que le couple, c'est un peu un parcours initiatique, d'une certaine manière. Une grande thérapie. On pourrait dire ça aussi, oui. Parce que finalement, en amour, l'autre nous appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'il appuie là où on a des choses à régler. Bien sûr. Bien involontairement, souvent. Ben oui. Et nous, on appuie là où l'autre, ça lui fait mal. Donc effectivement, oui, c'est un lieu de transformation, le couple. Voilà, et donc ça peut être. Oui, après, bien sûr, quand on est avec une... C'est ce qu'on va essayer de faire comme différence entre justement les relations qui nous font grandir et donc qui nous font souffrir aussi, parce que on souffre quand on grandit. Je ne sais pas si vous vous intéressez au tarot, il y a une très belle carte qu'on appelle la Maison Dieu. Oui. La Maison Dieu, c'est le creuset de l'alchimiste, à mon avis, je ne suis pas non plus un spécialiste, mais c'est comme ça que je le vois. C'est une tour qui est foudroyée, c'est un peu la tour de Babel. C'est ça. Le couple, ça... L'arcane numéro 16. Pour moi, c'est à un moment donné, le couple, ça peut être ça. C'est cette maison Dieu où on est invité à se transformer. Ouais. Et vous voyez, il y a deux personnages. Il y en a un qui va prendre le chapeau de la tour sur la tête, mais il y en a un autre, c'est juste une plume. Si on a les mêmes cartes. Donc, c'est une très très belle carte, très intéressante, que ce lieu de l'alchimie, ce lieu de transformation. Mais quand vous regardez puisque vous en parlez, on va en parler, quand vous regardez le tarot de Marseille, la tour foudroyée, c'est l'arcane 16, elle arrive après le diable, l'arcane 15, qui est quand même l'arcane par excellence de la sexualité, de toute façon. Et ensuite, après la maison Dieu, arrive l'étoile. Voilà, la bonne étoile. 16, et si on a passé la maison Dieu. Parce que si on fuit, on retourne au début et on doit recommencer. On retrouvera vraisemblablement cette tour foudroyée dans un nouveau couple. Exactement. Et ce qui est intéressant, moi je me souviens quand il y a eu les tours de New York qui ont été foudroyées, je me disais, parce que le diable c'est aussi le matérialisme, l'argent, je me disais, bon, si on prend conscience qu'on est dans un monde trop matériel, on va arriver à l'étoile, mais je ne crois pas qu'on en ait pris conscience. Je ne pense pas qu'on ait pris conscience de grand-chose. Voilà. Je pense même qu'on a utilisé cet événement pour faire passer certaines pilules qui ne vont pas dans le sens que vous pensez. Exactement. Donc voilà. Mais c'est toujours intéressant parce que c'est très symbolique. Ce qu'on est en train de raconter, c'est très symbolique. Mais je trouve qu'on est dans un monde qui manque justement de symbolisme. Voilà. Par exemple, un virus arrive. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire? Est-ce qu'il est notre symptôme? Ou est-ce qu'il faut simplement se contenter de s'enfermer chez soi en attendant que ça passe? C'est une question très intéressante. Je ne connais pas la réponse. Je ne me pose pas en sachant. Mais j'aime bien les questions. Oui, et puis quand on se pose ce genre de questions, on peut donner du sens. Après, chacun va donner le sens qu'il a envie de donner. Nous, on n'est pas là non plus on n'est pas des gourous, mais ça permet de réfléchir par rapport à soi. Donc revenir à l'intérieur de soi, en faire quelque chose, en faire une énergie, plutôt que de se barricader. Bien sûr. Est-ce que c'est une opportunité de transformation ou c'est simplement une opportunité de se cacher en attendant que ça passe et faire gagner beaucoup d'argent aux industries pharmaceutiques? C'est encore un autre débat. Un vrai débat. Mais c'est un vrai débat et peut-être que chacun y mettra le sens qu'il a envie d'y mettre.